La renaissance d'une lutte. La famille Novita se relève pour un Congo unis. La première chaîne a été victime et brutalement réduite en silence. Mais notre combat, elle, n'a jamais été réduite au silence. Aujourd'hui, nous reprenons le flambeau avec Novita Med TV, une nouvelle adresse, mais le même engagement inébranlable. Défendre la souveraineté du Congo, dénoncer les manipulations et éclairer les consciences avec détermination, satire et vérité. Tout ceci marque le début d'un nouveau chapitre. Elle n'est pas juste un contenu, c'est un appel à tous ceux qui ont connu la première chaîne et qui ont retrouvé le chemin. Merci du fond du cœur. Votre fidélité est notre force. Aussi à ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous massivement. Rejoignez une communauté qui ne se contente pas de regarder, mais qui agit, qui pense, qui résiste. Nous n'avons pas le luxe de l'oubli. Le Congo est menacé. Sa souveraineté est piétinée par des intérêts obscurs. Et pendant que certains détournent le regard, nous choisissons de parler, de dénoncer, de construire. La famille Novita est de retour, plus stratégique, plus résiliente, plus déterminée. Papa Patrick Bolima à Kisangani, bienvenue. Également à Bertin Mulume Oderwa. Chaque abonnement est une pierre posée pour reconstruire notre espace de liberté. Chaque partage est une étincelle qui rallume la flamme. Papa Franck Biako à l'Équateur. Cette vidéo soit le signal. Que cette chaîne soit le refuge. Et que notre combat, ensemble, soit impossible à ignorer. La RDC, entre passivité stratégique et urgence d'agir. La responsabilité du gouvernement face aux violations du cessez-le-feu par les troupes de Kagame et leurs supplétifs de l'AFC M23. Paolo Ngonga Willow à Luanda. Un cessez-le-feu vidé de sa substance. Signé le 19 juillet 2025 à Doha, la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 devait marquer une étape vers la paix. Un accord sans respect est un tambour sans son. Comme un instrument vide, un traité dépourvu d'application réelle n'a aucune utilité concrète. Pourtant, à peine l'encre séchée, les combats ont repris sur plusieurs fronts au nord et au sud Kivu. Jacques Nkongolo à Kazombalesa. On ne déterre pas la hache de guerre en parlant de paix. La contradiction entre la signature et la reprise immédiate des hostilités dévoile l'hypocrisie des partis violents. L'accord. Les FARDC accusent la coalition M23-AFC, soutenue par le Rwanda, de multiples attaques ciblées contre leurs positions et de massacres de civils. Qui sème la violence récolte la résistance. Les agressions nourrissent inévitablement un cycle de riposte et d'escalade. En face, les rebelles dénoncent des manœuvres offensives de Kinshasa et l'acheminement de troupes dans des zones sensibles. Résultat, un cessez-le-feu théorique, mais une guerre bien réelle. La vérité est la première victime de la guerre. Chacun manipule les faits pour justifier ses actes, pendant que la réalité du terrain contredit les discours. La responsabilité politique et militaire. Le gouvernement congolais, en choisissant de maintenir une posture de retenue au nom du respect des accords, s'expose à deux critiques majeures. Trop attendre, c'est offrir du terrain à l'ennemi. La retenue prolongée devient un avantage stratégique pour l'adversaire. Sur le plan politique, l'impression d'une dépendance excessive vis-à-vis de la médiation, notamment américaine, au détriment d'une initiative souveraine forte. Celui qui tend toujours la main oublie comment se servir de ses bras. Trop compter sur l'extérieur fragilise la capacité d'action indépendante. Sur le plan militaire, l'absence de riposte proportionnée face aux violations répétées fragilise la crédibilité de l'État et démoralise les populations locales qui se sentent abandonnées. Un bouclier qui ne protège plus n'est qu'un fardeau. Une armée passive devient un symbole d'impuissance au lieu d'une source de sécurité. Alors que l'armée et le gouvernement estiment que respecter le cessez-le-feu est la meilleure manière d'améliorer leur image, cette perspective est en réalité irresponsable. Il n'est pas prudent de sourire à celui qui brandit l'épée. Entretenir une façade pacifique face à l'agression ouverte met en danger la survie même de l'État. En effet, c'est depuis la perte de certaines localités dans le Nord Kivu que la coalition rwandaise a commencé à enfreindre cet accord, ce qui leur a permis de prendre le contrôle de plusieurs villes et villages. Dans cette région, la faiblesse d'hier nourrit l'audace de demain. Chaque recul non contesté renforce l'appétit de l'assaillant. Cependant, cela n'a pas servi d'avertissement aux autorités congolaises. Un même piège ne devrait pas attraper deux fois le même chasseur. L'incapacité à tirer des leçons rend les erreurs fatales. Car personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais eux-mêmes. Cette phrase résonne comme un avertissement. La protection des civils ne peut être subordonnée à un calendrier diplomatique qui ne produit pas de résultats sur le terrain. L'arbre qui compte sur le vent pour pousser ne verra pas ses racines grandir.
L'autonomie et la détermination nationale sont indispensables à la survie. Conséquences humanitaires alarmantes. Depuis la signature de l'accord de Doha, plus de 100 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés. Quand la maison brûle, les habitants fuient, non par choix, mais par nécessité. Les déplacements massifs traduisent l'urgence de la protection. Les couloirs humanitaires restent bloqués, et les massacres documentés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. 319 civils tués en juillet dans le Rutshuru par les Rwandais et leurs supplétifs de l'AFCM 23 illustrent l'ampleur de la tragédie. Compter les morts ne suffit pas à arrêter le massacre. Les statistiques, aussi effroyables soient-elles, doivent être suivies d'actions concrètes. Les mesures urgentes que le gouvernement devrait prendre pour rompre avec la passivité perçue et protéger efficacement sa population, plusieurs actions s'imposent. Face au feu, il faut de l'eau, pas des promesses. Les discours doivent céder la place à des mesures tangibles. Il faut réévaluer la doctrine militaire. Mettre en place des zones de protection civile autour des localités les plus exposées, avec présence militaire permanente. Un toit solide protège de la pluie qui menace. Une défense bien pensée prévient les catastrophes avant qu'elles ne frappent. Car les Congolais sont exposés aux massacres comme celui de Béni, où les ADF ont fait incursion et tué comme si l'armée n'existait pas. Alors que ces incursions des terroristes ADF ne sont pas les premières, elles sont répétées sans que les autorités militaires ne puissent élaborer un plan de protection des civils. Un trou dans la digue finit par engloutir le village. L'absence de réaction face aux attaques répétées amplifie les pertes. Renforcer les capacités de réaction rapide des FARDC, y compris par des moyens aériens et de surveillance. Mieux vaut arriver avant la tempête que courir après les dégâts. Anticiper et intervenir rapidement sauve plus de vies que réparer les ravages. Conditionner la poursuite des négociations et exiger des mécanismes de vérification contraignant drones, observateurs indépendants avant toute reprise des pourparlers. On ne signe pas les yeux bandés. Les garanties pratiques sont essentielles pour éviter la naïveté stratégique. Suspendre temporairement certaines concessions tant que les violations persistent. On n'offre pas du pain à celui qui vous frappe. Les avantages doivent être mérités, non donnés en dépit de l'agression. Mobiliser la diplomatie régionale et africaine pour qu'ils puissent agir conformément aux règles de violation de la souveraineté d'une nation, bien que cette organisation de l'Union africaine n'ait que le nom, mais son contenu soit vide et sans importance. Un titre sans action est une coquille vide. Les institutions régionales doivent prouver leur utilité par des actes. Impliquer davantage l'Union africaine et la SADC pour isoler diplomatiquement les soutiens extérieurs de ces agresseurs selon leurs moyens en tant qu'organisation. L'Union fait la force, mais seulement si elle est sincère. La solidarité continentale n'a de valeur que lorsqu'elle se traduit en résultats. Demander des sanctions ciblées contre les responsables, identifier des massacres des Congolais et les responsables de ces atrocités. Le coupable connu et non puni prépare son prochain crime. L'impunité renforce la récidive et alimente la violence. Ces derniers sont connus, que ce soit les Congolais ou les autorités politiques et militaires, rwandaises déjà citées dans plusieurs rapports des Nations Unies et des organismes de droits de l'homme. Nommer le mal, c'est déjà le combattre. Identifier clairement les auteurs est une première étape vers la justice. Marois-Paulin, le gouvernement, doit renforcer la résilience des communautés en leur donnant des moyens logistiques pour leur permettre de bien contenir les avancées stratégiques des troupes agresseurs. Une armée sans outils est comme un lion sans griffes. Les ressources matérielles sont essentielles à la défense efficace. Soutenir fortement ces volontaires, patriotes d'autodéfense locaux, dans un cadre légal et contrôlé, pour éviter les dérives. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. La bravoure sans discipline devient un danger pour son propre camp. Encadrer l'ardeur populaire évite les excès incontrôlables. Accroître l'aide humanitaire. D'urgence pour les populations en déplacement et sécuriser les convois humanitaires. Nourrir les affamés, c'est désarmer le désespoir. L'aide humanitaire réduit la vulnérabilité et les tensions. Communiquer avec transparence sans cacher des vérités aux populations dans ces zones de menace. King combat le sage. Le silence des autorités est le plus grand allié de la peur. Cacher les faits fragilise la confiance et nourrit la rumeur. Informer régulièrement la population sur les mesures prises et les avancées afin de restaurer la confiance entre ces populations et les forces loyalistes congolaises ainsi qu'aux volontaires de la défense de la patrie. La parole claire est le pont de la confiance. La communication régulière sous de l'alliance entre forces et civils. Cela pourrait permettre aux forces loyalistes d'obtenir les informations en temps réel. L'oreille tendue vers le peuple entend les signaux du danger. Écouter les citoyens améliore la réactivité militaire.
Lutter également contre la désinformation, qui alimente la peur et la division entre les forces loyalistes congolaises et sa population pour créer un climat de confiance. Un mensonge répété devient une arme plus tranchante qu'un sabre. La guerre de l'information est aussi décisive que celle des armes. Le gouvernement congolais est face à un dilemme, préserver l'image d'un État respectueux de ses engagements ou assumer pleinement son rôle de protecteur de la nation. Un roi aimé pour ses promesses mais haï pour ses abandons perd son trône. L'image internationale ne doit pas supplanter la sécurité nationale. Mais lorsque l'autre partie viole impunément les accords, l'inaction devient elle-même une forme de responsabilité. Ne rien faire face à l'injustice, c'est l'embrasser en silence. L'inaction rend complice du mal subi. Protéger les Congolais ne peut plus attendre la bonne volonté des rebelles ou des partenaires étrangers. C'est une obligation immédiate, inscrite au cœur même de la souveraineté. On dit « Celui qui attend l'aide pour défendre sa maison la retrouvera en cendres ». La souveraineté exige une réaction autonome et rapide. Si les responsables politiques congolais, persistant à croire que les alliances militaires suffiront à protéger leur peuple des atrocités, alors le projet d'extermination des Congolais, autochtones pour les remplacer par des populations des pays voisins risque de se concrétiser, ce qui menacerait l'existence même de la nation congolaise, déjà en danger d'être envahie par des Tutsis. La sentinelle endormie livre la forteresse à l'ennemi. Compter uniquement sur les alliés revient à s'exposer au pire scénario. L'arrivée des forces américaines ne devrait pas inciter l'armée congolaise et les dirigeants politiques à se décharger de leurs responsabilités, de protéger leur population. Celui qui délègue son bouclier confie sa vie aux mains d'autrui. La défense nationale ne se sous-traite pas. Si les Rwandais et leurs alliés enfreignent le cessez-le-feu pour progresser, il serait justifié pour vous de faire de même et de lancer des offensives en violant aussi le cessez-le-feu. Cela est légal car c'est le Congo qui subit l'agression et défendre son territoire face à une menace n'a jamais constitué une infraction. Quand la rivière sort de son lit, on bâtit une digue, même sans permis. La défense face à l'agression est un droit naturel. La perte des localités stratégiques du Nord, Kivu est attribuée à la stricte observation du cessez-le-feu par l'armée congolaise, alors que les RDF AFC M23 semblent pouvoir le violer impunément. Celui qui joue seul selon les règles face à un tricheur perd toujours la partie. L'asymétrie des comportements mène à la défaite stratégique. Cette situation est vraiment surprenante. L'étonnement est l'aveu qu'on n'a pas voulu voir venir le danger. Ce qui semble surprenant est souvent prévisible. Aux autorités politiques et militaires congolaises, il est essentiel d'examiner l'histoire de la chute du régime Hutu au Rwanda. Un peuple qui oublie son voisinage oublie ses leçons. L'histoire régionale regorge d'avertissements utiles. Le FPR de Kagame, soutenu par Museveni, a utilisé des stratégies similaires de cessez-le-feu pour faire progresser ses forces. Les mêmes ruses gagnent contre ceux qui n'apprennent pas. Les tactiques répétées réussissent face à des adversaires inattentifs. Le président, Habyarimana, n'a pas réalisé que chaque fois que des pourparlers de paix avaient lieu avec les médiateurs, Kagame en profitait pour avancer ses troupes en enfreignant diverses règles de cessez-le-feu. Parler de paix avec un loup affamé n'empêche pas ses crocs de mordre. Les négociations ne neutralisent pas une ambition belliqueuse. Cela a continué jusqu'à ce que le FPR atteigne les portes de Kigali, avant de provoquer la chute de l'avion du président rwandais, accompagné de son homologue burundais. Le dernier pas de l'ennemi est souvent celui qu'on n'a pas voulu imaginer. La surprise finale est la conséquence d'une vigilance insuffisante. Merci la famille. Prenons rendez-vous demain. Au revoir.